Dans notre imagination, voyager avec nos enfants et petits-enfants semble être la recette idéale pour créer des souvenirs heureux. Nous imaginons la famille réunie, les rires pendant les repas, les photos avec des paysages enchanteurs en arrière-plan et cette sensation de chaleur humaine qui réchauffe le cœur. C'est l'image de l'album de famille idéal, où tout le monde sourit, est uni et heureux. Mais dans la pratique, la réalité ne correspond pas toujours à cette image parfaite. Ce que l'on ne prévoit souvent pas, c'est qu'en mélangeant des générations, des modes de vie et des besoins différents dans un même itinéraire, ce qui devrait être un moment de détente peut se transformer en tension. Carl Jung disait qu'une grande partie des conflits humains naissent lorsque nous confondons nos rôles et ne reconnaissons pas les limites entre les individualités. Il croyait que chaque personne, pour vivre en harmonie, a besoin d'un espace psychique qui lui est propre et que le manque de clarté dans ses limites ouvre la voie à la frustration et au ressentiment. Lors d'un voyage, ce défi s'intensifie car tout le monde est loin de sa zone de confort et confronté à de nouvelles situations. Lorsque les enfants sont déjà mariés et ont leurs propres enfants, la dynamique change complètement. Ce n'est plus le voyage d'il y a plusieurs décennies, où vous étiez le centre organisateur et où tout le monde suivait votre rythme. Maintenant, ils ont leur propre routine, les horaires des enfants, des habitudes alimentaires différentes et même des façons distinctes d'aborder les loisirs et le repos. Vous n'êtes plus l'autorité centrale, mais un invité spécial, ce qui exige une nouvelle attitude. Ce que beaucoup ignorent, c'est que, quelle que soit la force des liens familiaux, voyager ensemble exige un équilibre psychologique délicat. Il existe une ligne ténue entre être présent et envahir l'espace des autres, entre aider et assumer des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. C'est à cette frontière que de nombreux voyages s'usent. Cette vidéo n'a pas pour but d'éloigner les familles. Au contraire, il vise à les protéger. C'est une invitation à la réflexion avant de se lancer dans un itinéraire qui peut être plus épuisant émotionnellement que physiquement. Jung nous rappelle que la plus grande tragédie est de vivre une vie sans réflexion. Et lorsque nous appliquons cette phrase à des situations quotidiennes, comme un voyage en famille, nous réalisons à quel point des décisions apparemment simples peuvent avoir des conséquences profondes. Voyager sans réfléchir à ces dynamiques, c'est s'exposer à des conflits silencieux, à des blessures non exprimées et à des souvenirs qui, au lieu de réchauffer le cœur, laissent un goût amer. C'est pourquoi nous devons aborder ce sujet sans romantisme et sans crainte d'être mal compris. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques raisons profondes, fondées sur la psychologie de Carl Jung, qui expliquent pourquoi, avec l'âge, il est peut-être plus sage de repenser l'idée de voyager avec ses enfants mariés et ses petits-enfants. Il ne s'agit pas de rompre les liens, mais de les préserver, d'apprendre que souvent, dire non à certaines expériences, c'est en fait dire oui à des relations plus légères, plus saines et plus durables. Pour Carl Jung, les archétypes sont des modèles universels de comportement et d'image qui habitent l'inconscient collectif. Ils façonnent silencieusement la manière dont nous interagissons, prenons des décisions et réagissons aux situations. Lorsque différentes générations voyagent ensemble, en particulier en famille, certains archétypes entrent inévitablement en scène et entrent souvent en conflit. Lors d'un voyage multigénérationnel, deux archétypes sont particulièrement susceptibles d'entrer en conflit. Le vieil homme sage, ou la grand-mère attentionnée, qui apporte son expérience, ses conseils et son sens de la tradition, et le père-mère protecteur, qui se sent directement responsable du bien-être de ses jeunes enfants. En théorie, ces rôles pourraient se compléter. Dans la pratique, loin de chez eux, dans un nouvel environnement, ils se chevauchent souvent. Imaginez la scène. Vous, en tant que grand-père ou grand-mère, suggérez aux enfants de manger plus sainement ou de se coucher plus tôt pour profiter de la journée suivante. Votre fils ou votre fille, dans son rôle de parent, peut interpréter cela comme une critique voilée de sa façon d'élever ses enfants. En même temps, vous pouvez avoir l'impression que votre expérience de la vie est ignorée ou, pire encore, dévalorisée. Il en résulte un terrain émotionnel miné, où chaque petit geste peut être mal interprété. Ces chocs ne se manifestent souvent pas par des disputes ouvertes, mais par des batailles silencieuses. Un changement de ton, un regard prolongé ou un commentaire apparemment innocent peuvent receler des couches de ressentiment. C'est ce que Jung appellerait l'ombre, le côté caché de l'archétype, qui, lorsqu'il n'est pas reconnu consciemment,
commence à agir de manière indirecte et épuisante. Le voyage, qui devrait être un moment de légèreté, se transforme en une dispute silencieuse pour le territoire psychologique. Le père ou la mère veut prouver qu'il ou elle est compétent. Le grand-père ou la grand-mère veut sentir qu'il ou elle a encore un rôle important à jouer. Aucun des deux n'a tort. Ils défendent simplement leur place dans le récit familial. Cette superposition des rôles est aggravée par le fait que, loin de chez eux, tout le monde est hors de sa routine. Les horaires des repas changent, le sommeil est irrégulier, la fatigue physique augmente. Jung rappelait que dans ces conditions, nos défenses émotionnelles sont plus fragiles, ce qui permet à l'ombre d'apparaître plus facilement. Ce qui ne serait normalement qu'une différence d'opinion peut, en voyage, devenir une source de friction disproportionnée. La conscience de ce mécanisme est la première étape pour l'éviter. Lorsque nous savons que le vieil homme sage et le père, la mère protecteur, sont destinés à se rencontrer et peut-être à s'affronter, nous pouvons agir pour en réduire l'impact. Cela signifie, par exemple, accepter que certaines décisions appartiennent aux parents, même si vous feriez autrement, et comprendre que votre rôle, dans cette situation, est davantage d'être présent avec amour que de diriger. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ainsi, chaque moment de tension peut être une occasion de mieux se connaître. Pourquoi cela me dérange-t-il autant de ne pas être écouté? Pourquoi me sens-je obligé d'intervenir? Pourquoi interprétais-je un commentaire comme une critique? Lorsque ces questions sont posées avant et pendant le voyage, elles créent un espace de dialogue interne qui empêche le conflit de s'intensifier. Sinon, ce qui a commencé comme une excursion pour renforcer les liens peut se terminer par des silences gênants et un poids émotionnel qui dure bien au-delà du retour à la maison. C'est pourquoi comprendre les archétypes en jeu n'est pas un détail théorique. C'est un outil pratique pour maintenir la paix. Après tout, préserver l'affection vaut toujours mieux que de gagner une dispute silencieuse. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Carl Jung appelait « ombre » tout ce que nous cachons de nous-mêmes, les pensées, les désirs, les émotions et les besoins que nous n'admettons pas ou que nous ne pouvons pas exprimer ouvertement, mais qui continuent d'influencer nos actions et nos réactions. L'ombre n'est pas le mal en soi, mais l'ensemble des parties que nous laissons inconscientes, et c'est pourquoi elle opère sans notre permission ou notre conscience. Lors de voyages en famille, l'ombre se révèle de manière subtile, presque invisible, mais avec le potentiel de créer de grandes fissures dans l'harmonie ambiante. Elle apparaît lorsque nous avons des attentes internes, de gratitude, d'attention, de reconnaissance ou de soutien, que nous ne verbalisons pas, en espérant que l'autre sache ou perçoive simplement ce dont nous avons besoin. Imaginez la situation suivante. Vous êtes déjà âgé et vous pensez que vos enfants ou vos belles-filles doivent s'occuper de la plupart des détails logistiques, choisir les hôtels, organiser les visites, prévoir les transports. Après tout, vous l'avez fait pour eux pendant des années. En même temps, ils peuvent s'attendre à ce que vous soyez flexible, patient et disposé à suivre le programme sans vous plaindre. Aucune des deux parties n'exprime clairement ses attentes. Le problème, c'est que lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, la frustration s'installe en silence. Vous pouvez commencer à penser qu'ils n'apprécient pas vos efforts, tandis qu'ils peuvent interpréter votre comportement comme de la résistance ou de la mauvaise humeur. Ce type de tension n'a pas besoin de mots pour exister. Elle s'installe dans l'air, perceptible dans les regards, les longues pauses pendant les conversations, le ton de la voix qui change légèrement. Jung avertissait que plus l'ombre est inconsciente, plus elle a de pouvoir sur nous. Cela signifie qu'en ne reconnaissant ni n'exprimant nos attentes, nous donnons à l'ombre le contrôle de nos réactions, et elle agit rarement de manière constructive. En général, elle répond par du ressentiment, du sarcasme, de la distance ou de petites provocations qui détériorent la cohabitation. En voyage, l'ombre trouve un terrain fertile. La fatigue physique, les changements de routine, la précipitation, les ajustements constants des plans, tout cela réduit la tolérance émotionnelle. Les petites déceptions s'accumulent et prennent un poids disproportionné. L'attente que tout le monde soit joyeux et harmonieux augmente la pression et, paradoxalement, rend les gens plus susceptibles à l'irritation. La manière d'y faire face commence avant même de faire ses valises. Il est essentiel de prendre conscience de ses propres attentes. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends de ce voyage? Qu'est-ce que j'attends de mes enfants? Qu'est-ce que je suis prêt à offrir? En répondant honnêtement,
vous affaiblissez déjà le pouvoir de l'ombre, car vous ramenez ces exigences dans le champ de la conscience. La deuxième étape consiste à communiquer ses attentes de manière claire et respectueuse. Il ne s'agit pas d'imposer des conditions, mais d'ouvrir la voie au dialogue. Dire quelque chose comme « J'aimerais que vous organisiez le transport car je me sens plus tranquille ainsi » ou « Pour moi, il est important d'avoir quelques heures de repos dans l'après-midi » aide à établir des accords qui réduisent les malentendus. Lorsque ce type de conversation n'a pas lieu, le voyage risque de se transformer en une scène où s'accumulent les ressentiments anciens. Un simple retard pour quitter l'hôtel peut être interprété comme un manque de considération. Une remarque sur une excursion peut être perçue comme une critique personnelle. Et avant même de s'en rendre compte, tout le monde se retrouve sur un terrain émotionnel miné. Jung disait que, tant que vous n'avez pas rendu conscient votre inconscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Dans le contexte d'un voyage en famille, cela signifie que si vous ne reconnaissez pas vos propres attentes et ne les exprimez pas, l'ombre le fera pour vous et d'une manière qui ne favorisera guère le rapprochement. Par conséquent, l'invitation ici n'est pas seulement de voyager avec moins de bagages physiques, mais aussi avec moins de bagages émotionnels cachés. Une valise remplie d'attentes non exprimées pèse plus lourd que n'importe quel excès de vêtements. L'une des marques les plus précieuses de la maturité est la compréhension de l'importance du silence et du temps passé seul. Dans la jeunesse, le rythme est dicté par la précipitation, la nouveauté et le besoin d'être toujours en mouvement. Dans la vieillesse, ce besoin s'inverse. Le corps réclame des pauses et l'esprit aspire à des moments de recueillement. Carl Jung observait que le psychisme a besoin de périodes de retraite intérieure pour se recomposer. Cette pause n'est pas un luxe, mais une nécessité psychologique. C'est dans ces moments de calme que nous réorganisons nos pensées, traitons nos émotions et récupérons notre énergie. Lorsque la vie ne nous accorde pas cet espace, notre résistance émotionnelle diminue et nos réactions deviennent plus intenses, moins filtrées. Voyager avec de jeunes enfants et de jeunes adultes signifie toutefois renoncer à cet espace. Dans un hôtel, chaque chambre peut être partagée, et dans les maisons louées, les espaces communs sont toujours occupés. Il y a un bruit constant, des rires, des discussions sur le programme de la journée, la télévision allumée, des jouets éparpillés, des demandes d'attention à tout moment. Pour ceux qui ont appris à apprécier le silence, cette immersion continue dans des stimuli peut rapidement devenir épuisante. Le résultat est que, sans s'en rendre compte, vos défenses émotionnelles s'affaiblissent. Ce qui semblait supportable au début, un changement d'horaire, une remarque déplacée, un bruit intempestif, commence à s'accumuler. De petits désagréments qui seraient normalement ignorés deviennent des déclencheurs d'irritation. Jung rappelait que l'inconscient gagne en force lorsque nous sommes affaiblis. Sans intimité et sans repos, l'ombre trouve une occasion de se manifester. La patience s'épuise, les paroles se font plus courtes, le regard plus critique. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas votre famille, mais parce que l'environnement ne permet pas la récupération naturelle de votre énergie psychique. Cette réalité est souvent mal comprise par les jeunes générations. Pour eux, la cohabitation constante est un signe d'union. Pour ceux qui ont passé des décennies à construire leur propre rythme, l'absence d'intimité peut être perçue comme une intrusion. Et cette différence de perception génère encore plus de bruit. En outre, il existe un facteur physique important. Avec l'âge, le corps réagit différemment à la fatigue. Une mauvaise nuit de sommeil peut entraîner des douleurs, un malaise et des sautes d'humeur. Le voyage, qui devrait être un moment de plaisir, se transforme en un marathon de tolérance. Supporter le bruit, les changements de programme, les retards et les divergences d'opinion. La solution n'est pas d'éviter complètement de voyager avec ses enfants et petits-enfants, mais de reconnaître à l'avance l'importance de conserver un espace personnel. Cela peut signifier avoir sa propre chambre, réserver des moments quotidiens pour être seul, ou même prévoir des activités séparées pendant une partie du voyage. Jung disait que la solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de ne pas pouvoir communiquer les choses qui sont importantes pour soi. Si le besoin d'intimité n'est pas exprimé et respecté, il se transforme en ressentiment silencieux. C'est pourquoi, avant de partir en voyage, il est bon de dire quelque chose comme « J'aurais besoin d'un moment pour me reposer après le déjeuner » ou « J'aimerais avoir une chambre pour moi tout seul afin de pouvoir recharger mes batteries ». Lorsque l'intimité est préservée, la convivialité est plus légère.
Vous pouvez mieux profiter des moments en groupe car vous n'êtes pas épuisé émotionnellement. Sinon, ce qui devait être un moment de connexion peut se transformer en une épreuve d'endurance, où chaque jour consiste davantage à tenir le coup qu'à profiter. Dans la vieillesse, protéger son espace personnel n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses relations avec ceux que l'on aime. Ce qui est un loisir pour vous peut être ennuyeux pour eux, et ce qui est amusant pour eux peut être épuisant pour vous. C'est l'une des différences les plus marquantes entre les générations, en particulier lors d'un voyage. Carl Jung rappelait que chaque phase de la vie a ses propres énergies, priorités et besoins psychiques. Les jeunes recherchent l'intensité, tandis que les personnes mûres apprécient la profondeur. Dans la jeunesse, voyager est souvent synonyme de mouvement constant. Se lever tôt, visiter plusieurs sites touristiques dans la même journée, faire du shopping, essayer différents restaurants, faire la queue pour les attractions, profiter de chaque minute comme si c'était la dernière. C'est la recherche de la quantité d'expérience. Plus il y en a, mieux c'est. À la maturité et à la vieillesse, l'énergie se tourne davantage vers la contemplation. Une journée parfaite peut simplement consister à marcher sans se presser, à s'asseoir dans un café pour observer le mouvement, à visiter un seul endroit tranquillement, à apprécier un paysage, à sentir le vent et le silence. Ce n'est pas que l'envie manque, mais la priorité change. Il s'agit moins d'accumuler des événements que d'en absorber le sens. Lorsque ces deux façons de profiter du temps se rencontrent lors d'un voyage, le choc est presque inévitable. S'il n'y a pas de négociation, vous pouvez vous retrouver entraîné dans des activités qui ne vous plaisent pas, ou bien sentir que vous devez suivre le rythme pour ne pas passer pour quelqu'un de déprimé. À l'inverse, vos compagnons peuvent se sentir frustrés s'ils se rendent compte que vous préférez rester à l'hôtel ou écourter les visites. Jung dirait qu'il s'agit ici de deux archétypes temporels. L'explorateur infatigable, qui veut embrasser le monde, et le gardien de l'expérience, qui veut plonger profondément dans chaque instant. Aucun des deux n'a tort. Ils représentent tous deux des façons légitimes de vivre. Le problème survient lorsque l'un tente d'imposer à l'autre sa façon de profiter du temps, sans tenir compte des différences naturelles entre les phases de la vie. Ce manque d'harmonie peut générer des sentiments dangereux. Vous pouvez commencer à croire que vous gâchez leur plaisir, tandis qu'ils peuvent penser que vous cassez l'ambiance. Peu de choses gâchent autant un voyage que ce sentiment de poids émotionnel. La solution commence par quelque chose de simple, mais rarement mis en pratique, une planification commune et une communication préalable. Avant le voyage, discuter des attentes et établir un programme qui prévoit à la fois des moments d'action et des périodes de repos peut éviter les frustrations. Il est préférable de se mettre d'accord dès le départ. Ce matin, nous partons tous ensemble. L'après-midi, chacun fait ce qu'il veut. Cela permet à chaque génération d'avoir ses propres moments, sans culpabilité ni pression. Un autre outil important est la flexibilité consciente. Jung parlait de l'importance d'intégrer les opposés, de permettre à différents aspects de la psyché de coexister. Cela signifie que, parfois, il vaut la peine de sortir de sa zone de confort et de suivre un programme plus chargé, non pas pour se sacrifier, mais pour essayer quelque chose de nouveau. Et à d'autres moments, il est sain qu'ils ralentissent et vivent un peu à leur rythme. Cet échange enrichit l'expérience de tous. Ce qui ne doit pas arriver, c'est une rigidité silencieuse. Vous cédez tout le temps, mais vous accumulez du ressentiment. Ou bien ils insistent sur leur propre rythme, sans se rendre compte qu'ils épuisent votre énergie. Ce n'est pas une coexistence harmonieuse. C'est un déséquilibre qui nuit à la qualité du voyage. En reconnaissant que chaque génération a sa propre façon de s'amuser et en créant un espace où les deux peuvent coexister, le voyage cesse d'être une bataille d'agenda pour devenir une occasion de véritable connexion. Le respect du temps de l'autre est, au fond, une forme de respect de la relation elle-même. Comme le dirait Jung, trouver l'équilibre entre les opposés est la tâche de la vie. En voyage, cela signifie accepter que votre rythme est tout aussi valable que le leur et qu'avec le dialogue et la flexibilité, il est possible que tout le monde rentre à la maison avec de bons souvenirs et non avec le sentiment d'avoir été à l'opposé les uns des autres pendant le voyage. Parmi les nombreux archétypes décrits par Carl Jung, l'un des plus courants chez les parents et les grands-parents est celui du sauveur, cette figure qui croit que son rôle est d'être toujours disponible pour protéger, soutenir, résoudre les problèmes et porter le poids de tous. C'est une impulsion qui naît souvent d'un amour sincère
et d'une responsabilité assumée tout au long de la vie. Cependant, lorsque ce schéma domine la conscience, il cesse d'être une vertu et devient une prison. Lors d'un voyage, l'archétype du sauveur se manifeste souvent avec force. Vous pouvez vous sentir automatiquement responsable de prendre soin des enfants, d'intervenir en cas de conflit, de payer des dépenses imprévues, de couvrir les imprévus, de veiller à ce que tout le monde soit à l'aise, et même de rester de bonne humeur pour que l'ambiance ne se détériore pas. Le problème est qu'en assumant ce rôle sans vous en rendre compte, vous transformez ce qui devrait être un moment de loisir en une journée de travail non rémunérée. Pendant que les autres profitent, vous êtes constamment en service, physiquement, émotionnellement et souvent financièrement. Jung avertissait que lorsqu'un archétype domine le psychisme, il a tendance à asservir la personne. Le sauveur, en particulier, crée un piège émotionnel. Vous avez le sentiment que si vous ne faites pas quelque chose va mal se passer. Et si vous le faites, vous n'êtes souvent pas reconnu, car l'effort est considéré comme naturel dans votre rôle au sein de la famille. Ce schéma n'est pas seulement épuisant, il est également invisible pour les autres. Ceux qui sont habitués à vous voir comme un pilier ont du mal à percevoir l'usure que cela provoque. Après tout, vous avez toujours été le point d'appui. On attend implicitement de vous que vous continuiez à l'être, même dans un contexte qui devrait être léger et agréable. La conséquence est double. D'une part, vous perdez la chance de profiter du voyage comme vous le souhaiteriez. D'autre part, vous commencez à accumuler du ressentiment. La frustration grandit lorsque vous réalisez que, pendant que vous vous efforcez de tout faire fonctionner, les autres semblent se détendre sans se soucier du fardeau que vous portez. Pour Jung, le moyen de sortir de ce piège est de ramener l'archétype à la conscience. Cela signifie reconnaître quand vous entrez en mode sauveur et faire un choix délibéré sur la manière d'agir. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de régler cela? Est-ce vraiment ma responsabilité? Ou suis-je en train d'assumer quelque chose qui ne me revient pas? Une partie de ce processus consiste à redéfinir les limites. Avant le voyage, il est utile de préciser « Je peux aider avec les enfants à certains moments, mais j'ai aussi besoin de temps pour me reposer. » Ou « Chaque famille prend en charge ses dépenses et ses responsabilités. » Il ne s'agit pas de se distancier ou de refuser son aide, mais de s'assurer qu'elle est équilibrée et ne vous prive pas de votre liberté. Un autre point important est d'apprendre à gérer le malaise qui peut survenir lorsque vous n'intervenez pas. Le sauveur se nourrit du sentiment d'être utile. Y renoncer peut être source d'anxiété, mais en résistant à l'envie de tout régler, vous permettez aux autres d'assumer leurs propres responsabilités. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est donner à la génération suivante la possibilité de s'épanouir pleinement. Jung disait que la vie non vécue est une maladie de l'âme. Si votre voyage se résume à prendre soin de tout et de tout le monde, votre propre vie, pendant cette période, cesse d'être vécue. L'archétype du sauveur, lorsqu'il est équilibré, inspire et renforce. Lorsqu'il est exagéré, il épuise et emprisonne. Par conséquent, lorsque vous voyagez avec vos enfants et petits-enfants, soyez attentifs. Aider est une belle chose, mais transformer le voyage en une succession de sauvetages est le moyen le plus rapide de rentrer chez vous plus fatigué qu'à votre départ. La véritable fonction du sauveur, dans son aspect positif, est de montrer qu'il est possible d'aider sans s'effacer. Carl Jung affirmait que l'être humain porte non seulement sa propre histoire, mais aussi l'héritage émotionnel de son groupe familial, ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Cela signifie que, souvent, nos réactions ne sont pas seulement des réponses au présent, mais des échos d'expériences et de schémas hérités des générations précédentes. Dans le contexte familial, cet inconscient collectif se manifeste sous forme de souvenirs, de tensions et de rôles que chaque membre assume presque automatiquement. Et il y a des moments où ces marques, qui semblaient endormies, refont surface avec force. Un voyage est l'un de ces moments. Les voyages sont des situations d'une grande intensité émotionnelle. Changement d'environnement, modification de la routine, décision commune, cohabitation prolongée. Ce scénario agit comme un catalyseur qui active les souvenirs anciens, bons ou mauvais. Une simple conversation sur le choix du restaurant pour le déjeuner peut, inconsciemment, réactiver le sentiment de ne pas être écouté, qui a commencé dans l'enfance. Une remarque faite sans mauvaise intention peut réveiller des souvenirs de critiques passées ou de comparaisons douloureuses. Les blessures familiales qui étaient endormies commencent à se réveiller. Les rivalités entre frères et sœurs peuvent réapparaître sous forme de petites disputes,
Qui décide de l'excursion? Qui occupe la meilleure chambre? Qui reçoit le plus d'attention de la part des parents ou des grands-parents? Les vieilles rancunes envers les belles-filles ou les beaux-fils peuvent ressurgir sous forme d'irritation face à de petits gestes, comme la manière de s'occuper des enfants ou le ton utilisé dans une conversation. Le problème est que lors d'un voyage, l'espace physique réduit et la cohabitation constante amplifie tout. Il n'est pas possible de simplement rentrer chez soi et de se calmer. Les gens sont confinés dans la même chambre d'hôtel, dans la même voiture de location, à la même table pour les repas. Cette proximité permanente fait que tout conflit prend des proportions plus importantes qu'il ne le ferait dans des circonstances normales. Jung nous rappellerait que, dans ces moments-là, nous ne réagissons pas seulement à ce qui se passe dans le présent, mais aussi à ce qui est enfoui dans notre inconscient. C'est comme si la situation actuelle n'était que le déclencheur, mais que les munitions étaient chargées depuis des décennies. Ce phénomène est également lié à ce que Jung appelait les complexes, des noyaux émotionnels chargés de sens qui peuvent prendre le contrôle de notre comportement. Un complexe de rejet, par exemple, peut amener quelqu'un à interpréter un simple retard comme une preuve de manque de respect. Un complexe d'infériorité peut transformer une plaisanterie innocente en humiliation. Lorsque ces complexes entrent en action pendant le voyage, l'harmonie est compromise. L'ambiance, qui devrait être propice au repos, se détériore rapidement. Et le plus dangereux, c'est que souvent, les personnes concernées ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de rejouer d'anciens conflits. Elles croient se disputer à cause de l'annulation de l'excursion, mais en réalité, elles revivent des ressentiments datant de plusieurs années. La meilleure façon d'éviter cela est de cultiver la conscience émotionnelle. Reconnaître, avant de partir en voyage, que d'anciennes blessures peuvent être remuées aide à adopter une attitude attentive. Cela ne signifie pas vivre dans la peur du conflit, mais être prêt à l'identifier lorsqu'il survient. Dans certains cas, il vaut la peine d'établir des accords clairs, du temps libre pour chacun, des moments séparés pendant la journée, ou même un accord de silence pour que certains sujets délicats ne soient pas abordés pendant le voyage. Ces mesures peuvent sembler simples, mais elles agissent comme des barrières protectrices pour empêcher les vieilles histoires de se mélanger au présent. Jung disait que ce dont on ne prend pas conscience se manifeste dans notre vie comme une fatalité. Si nous ne reconnaissons pas que certaines situations nous affectent parce qu'elles réveillent de vieux souvenirs, nous risquons de transformer chaque voyage en un champ de bataille invisible. Au contraire, si nous mettons ces blessures en lumière, elles perdent une partie de leur pouvoir, et l'espace pour la connexion et l'affection s'élargit. Carl Jung défendait l'idée que l'individuation est la tâche centrale de la vie adulte, le processus qui consiste à devenir pleinement soi-même en intégrant les différentes parties de sa personnalité et en vivant en accord avec sa propre essence. Dans la vieillesse, ce processus prend une nouvelle dimension. C'est le moment de comprendre que toutes les expériences ne doivent pas nécessairement être partagées et que parfois, préserver son espace individuel est la plus grande preuve de maturité émotionnelle. Beaucoup de personnes, en vieillissant, ont le sentiment qu'elles doivent être toujours présentes dans la vie de leurs enfants et petits-enfants, participer à tous les voyages, fêtes et événements. L'intention peut être bonne, renforcer les liens et créer des souvenirs. Cependant, l'expérience montre qu'une cohabitation intense, en particulier lors de voyages, n'apporte pas toujours le résultat escompté. C'est là qu'intervient le concept de distance saine. Il ne s'agit pas d'un éloignement affectif ou d'une froideur, mais plutôt de la reconnaissance que chaque génération a besoin de son propre espace pour vivre des expériences en fonction de son rythme et de ses intérêts. Jung disait que la séparation correcte renforce plus que l'union forcée. Forcer les rencontres et la cohabitation continue peut user des liens qui, s'ils sont préservés avec espace et respect, pourraient durer avec plus de légèreté et d'affection. Voyager seul, entre amis ou en groupe avec des personnes de votre âge, peut être plus enrichissant que d'insister pour accompagner vos enfants et petits-enfants dans des itinéraires qui ne correspondent pas à vos envies ou à votre énergie. Ces voyages vous offrent la liberté de choisir des activités, des horaires et des compagnons qui correspondent à votre moment de vie. Vous décidez quoi faire, sans avoir l'impression de déranger ou d'être entraîné dans des programmes qui ne vous intéressent pas. La distance saine offre également un avantage discret mais puissant. Elle empêche les petits désagréments de se transformer en grandes blessures. Quand il y a de l'espace, il y a du temps pour ressentir la nostalgie, pour apprécier la compagnie quand elle se présente et pour valoriser les moments passés ensemble.
L'absence périodique crée une présence de meilleure qualité. D'un point de vue psychologique, cette distance fonctionne comme une limite protectrice. Jung rappelait que sans limite claire, les relations deviennent confuses, et c'est dans ce terrain vague que surgissent les ressentiments et les malentendus. Lorsque vous décidez de ne pas participer à tous les voyages, vous affirmez implicitement que votre relation avec votre famille ne dépend pas d'une cohabitation constante, mais d'un lien plus profond, basé sur le respect mutuel. Il est important de comprendre que cette position peut susciter de l'étrangeté au début. Les enfants et petits-enfants peuvent l'interpréter comme un désintérêt, voire un rejet. Il est donc essentiel de communiquer clairement vos raisons. Je souhaite profiter de voyages qui correspondent davantage à mon rythme, afin de pouvoir passer d'autres moments avec vous dans de meilleures dispositions et avec plus de joie. Cette franchise réduit le risque de malentendus et souligne que la distance n'est pas une rupture, mais un choix conscient de préserver l'harmonie. Un autre point important est qu'une distance saine aide à éviter l'enfermement dans des archétypes familiaux figés. En n'étant pas toujours présent lors des voyages, vous vous libérez du rôle automatique de soignant, de financier ou d'organisateur et pouvez explorer d'autres aspects de votre identité. Le voyageur curieux, l'ami loyal, l'apprenti de nouvelles cultures. Cela enrichit non seulement votre vie, mais aussi la façon dont votre famille vous perçoit. Jung nous a enseigné que l'individuation est un chemin vers la liberté intérieure. Dans la vieillesse, cette liberté s'exprime, entre autres, dans la capacité à choisir où, quand et avec qui dépenser son énergie émotionnelle. En optant pour une distance saine, vous ne vous éloignez pas de votre famille, mais vous vous assurez que le temps que vous passez ensemble est plus léger, plus authentique et plus significatif. En fin de compte, le véritable amour ne se mesure pas au nombre d'heures passées ensemble, mais à la qualité des moments partagés. L'espace et la proximité, lorsqu'ils sont équilibrés, constituent la base de relations durables. Et c'est cet équilibre qui permet à l'union familiale d'être une source de joie et non d'usure. Il ne s'agit pas d'éviter la famille, mais de protéger la relation. Carl Jung nous enseigne que le véritable amour n'est pas seulement de l'affection, mais aussi de la conscience, la capacité de percevoir les dynamiques inconscientes qui façonnent la vie commune et d'établir des limites claires pour éviter qu'elles ne causent de l'usure. Voyager ensemble peut certes être merveilleux dans certains contextes. Cela peut créer des souvenirs uniques et renforcer les liens. Mais lorsqu'il s'agit d'enfants déjà mariés et de petits-enfants, la question n'est plus seulement « est-ce que je veux ou non y aller ?», mais « est-ce vraiment le meilleur choix pour tout le monde en ce moment ?» La réponse dépend souvent non pas du désir, mais de la clarté quant à l'impact émotionnel de cette décision. Jung disait que « il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur », et une partie de cette douleur vient du fait d'admettre que toute proximité n'est pas saine. Il existe un mythe selon lequel plus on passe de temps ensemble, plus on est unis. Dans la pratique, lorsque les différences de rythme, d'attente et de rôle s'accumulent sans laisser d'espace pour respirer, l'union peut se transformer en tension. Parfois, aimer signifie justement permettre à chaque génération d'avoir son propre espace pour vivre des expériences, relever des défis et construire des souvenirs à sa manière. Cette séparation ponctuelle ne diminue pas l'affection. Au contraire, elle crée le manque, préserve le respect et permet des retrouvailles plus légères. En disant non à certains voyages, vous pouvez dire oui à plusieurs choses importantes. Oui à la longévité des liens, car cela évite l'usure causée par une cohabitation intense et non planifiée. Oui à votre santé émotionnelle, car cela reconnaît le besoin de repos, d'intimité et d'expérience en phase avec votre moment de vie. Oui à une relation familiale plus légère et plus respectueuse, où l'affection n'est pas confondue avec l'obligation et où chacun comprend que l'amour s'exprime aussi par le respect des limites. Cette décision peut ne pas être comprise immédiatement. Il est possible que vos enfants et petits-enfants l'interprètent comme un désintérêt. C'est pourquoi il est essentiel de communiquer clairement. Expliquer qu'il ne s'agit pas d'éviter la compagnie, mais de préserver la qualité des moments partagés. Au fond, le message que Jung nous laisse est que la conscience transforme la façon dont nous interagissons. Lorsque nous savons ce dont nous avons besoin et que nous le communiquons sans culpabilité, non seulement nous nous respectons, mais nous enseignons par l'exemple que les relations saines sont construites sur la liberté et non sur l'imposition. L'amour qui étouffe n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. L'amour qui permet de respirer, de choisir et de respecter
est celui qui résiste au temps. Et avec l'âge, nous apprenons que la valeur d'un lien ne réside pas dans la fréquence de nos rencontres, mais dans la légèreté et la signification de chacune d'entre elles. Ainsi, avant de partir en voyage avec vos enfants et petits-enfants, posez-vous la question suivante. Est-ce que je pars par envie ou par obligation? Ce moment va-t-il nous rapprocher ou nous éloigner? Une réponse sincère sera toujours le meilleur guide. Car aimer, c'est aussi savoir dire non. Si cette réflexion vous a interpellé, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Prenez soin de vous et à bientôt.